Bienvenue si vous voulez participer à la discussion, installez-vous et merci d'être venus. Donc nous sommes Renaud et Myriam, les co-auteurs du livre Traité de changement de vie, l'aventure d'une famille en quête d'autonomie à la campagne, qui est paru l'an dernier aux éditions Hachette. En fait, on est venu pour vous parler un petit peu de notre changement de vie, on va dire, comment on a fait, quels ont été les déclics qui nous ont, on va dire, obligés, entre guillemets, à basculer dans quelque chose de différent. À l'origine, tu complètes, hein. Et puis c'est une discussion. Si vous avez des questions, si vous voulez intervenir, n'hésitez pas, hein. Donc à l'origine, en fait, on est deux cadres qui vivions à ce moment-là en Vendée. On n'était pas satisfaits du tout de nos emplois à ce moment-là. Si vous voulez vous asseoir, installez-vous, hein. Il n'y a aucun problème. Tout le monde est bienvenu. Et donc, à ce moment-là, on vivait en Vendée, donc on n'était pas totalement satisfait de nos boulots, de la manière dont fonctionnait en gros le système dans lequel on était. Renaud, à la base, est ingénieur en microélectronique et à ce moment-là, il travaillait dans une entreprise informatique. Moi, j'étais dans la fonction publique territoriale. Et on n'était pas satisfait de ce qu'on faisait. On avait une maison, on avait une vie assez classique comme la plupart des gens. Et donc on a commencé à se poser des questions parce qu'on courait toujours après le temps. On venait d'avoir un deuxième enfant et on ne se voyait pas. On ne voyait peu nos enfants qui étaient constamment gardés. Et on se disait, qu'est-ce qu'on peut faire pour changer ça? Est-ce qu'on va comme ça jusqu'à la potentielle retraite ou non? Ou est-ce qu'on arrête et qu'on se pose et on se demande ce qu'on veut faire? Donc on a commencé à réfléchir, à se dire, voilà, si on veut gagner du temps, on travaille moins. Tu me dis si je parle trop, hein, parce que je suis la plus bavarde du couple, alors du coup, voilà. Donc en fait, si il faut travailler moins, donc en fait, si on commence à travailler moins, on gagnera moins d'argent. Donc il faut commencer à réfléchir à nos besoins. Quels sont nos besoins? Et à partir de là, on a commencé à se renseigner, notamment sur l'autoproduction énergétique, le chauffage, l'habitat. Tu veux compléter? Et l'habitat, la famille, la vie en général, les déplacements, etc. Donc on a commencé à se tourner vers l'autonomie. Et à côté de ça, on s'est beaucoup renseigné sur les problématiques mondiales actuelles, à savoir évidemment le dérèglement climatique, la crise énergétique, la chute de la biodiversité, les limites planétaires, la raréfaction des minerais, etc., et les tensions politiques mondiales, etc., etc. Et tout ça nous a fait nous dire il faut qu'on change, c'est nécessaire, parce qu'on ne peut plus continuer dans ce système actuel, en tout cas nous. Bonjour du coup. Ouais, je complète. Donc comme Myriam disait, on était dans un quotidien qui était extrêmement chronophage, qui nous empêchait d'avoir du temps pour nos enfants, dans l'un et là. Et c'était quelque chose qu'on ne supportait plus. D'autant plus que c'est pas forcément une expérience que tout le monde a, hein. Moi, je connais des gens qui sont contents dans leur travail, mais nous deux, en tout cas, on a eu des expériences professionnelles en contact avec des gens qui étaient quand même plus ou moins toxiques et qui ont participé à vraiment nous rendre la vie difficile. Donc la première chose qu'on a fait quand on a commencé à se dire non mais là c'est plus possible, c'est de s'interroger sur ce que nous coûtait notre travail en termes de temps. Bon, alors ça c'était facile, et en termes d'argent. Donc on a listé toutes nos dépenses. Les dépenses courantes et les dépenses liées au travail. Et le constat qu'on a fait, c'est qu'on s'est aperçu que quasiment un salaire complet passait dans le fait de juste travailler. Ça veut dire que, de manière un peu simpliste, on pourrait dire l'un de nous travaillait uniquement pour
travailler, et donc ça servait à rien. Donc ça, c'est la première chose qui nous a marqué. Ça a été en tout cas pour nous, un choc, parce que c'était quelque chose dont on n'avait pas conscience. On n'avait pas des salaires mirobolants, mais et bon. Et la deuxième chose qu'on a fait, c'est, on s'est dit, bon, très bien. euh, donc si l'un de nous s'arrête de travailler, ça change rien dans notre vie. Et on s'est mis à regarder un peu plus précisément quels étaient nos besoins, voir s'il y avait, si ce qu'on, l'autre partie de l'argent qu'on gagnait était nécessaire. Et on a notamment fait on vivait dans une maison qui faisait 120 mètres carrés, et on a regardé la surface qu'on utilisait. Et on s'est aperçu que sur une surface de 120 mètres carrés, on en utilisait à peine 50. C'était une maison qu'on avait rénovée, donc c'était une maison avec des impôts dessus, qu'il fallait chauffer, etc. Et donc la deuxième révélation, c'est qu'on s'est aperçu qu'il y avait toute une partie des besoins qu'on avait, qu'on payait également pour rien. Et donc de là, on a décidé, est-ce qu'on peut trouver un chemin qui nous permette d'avoir une vie équivalente en termes de confort, en termes de facilité, mais qui nous coûte moins cher. Parce que le premier, vraiment la première idée, c'était vraiment une question de temps et une question économique. Donc on a commencé à faire des recherches là-dedans, et il s'est avéré, comme Myriam disait, que parallèlement, parce que à l'époque c'était quelque chose dont on était conscient, mais qu'on n'avait pas regardé en face, sur les problématiques liées à l'écologie, c'est-à-dire la biodiversité, le climat et toutes les considérations politiques, sociales du monde. Et il s'est avéré que ça semblait être aller de pair avec avec le mouvement qu'on voulait opérer. C'est-à-dire euh, vouloir avoir une vie qui était plus simple, moins consommatrice, dans tous les sens du terme, semblait être tout à fait synchronisé avec le monde qui commençait et qui continue malheureusement à décarrocher sévèrement. Donc ça nous a... Parce que c'est une décision qui est quand même assez difficile à faire. Nous, on a tous les deux une éducation un petit peu classique. C'est-à-dire, moi, dans ma famille, mon horizon professionnel, inconsciemment, c'était médecin, prof ou ingénieur. Il n'y avait rien à l'extérieur. Je ne pouvais pas penser autre chose, quoi. Myriam, c'était pas tout à fait pareil, mais... Un milieu agricole plutôt conservateur, où en fait, voilà, euh, il était évident que l'expression gagner sa vie avait de l'importance, alors que pour nous, c'est une expression, la vie est là, on n'a pas à la gagner, elle est là. Donc, mais cette éducation, fondamentalement, c'est un poids quand on cherche à changer. Parce que enfin, en tout cas, pour moi, je pense aussi pour Myriam, c'est quelque chose contre lequel il faut aller. Et qui met énormément de temps à être dépassé. Enfin, moi, j'ai 47 ans. On a commencé notre transition en 2017, donc il y a 8 ans. C'était début de la quarantaine. Moi, personnellement, je me suis toujours pas débarrassé de tout un tas d'oripeaux complexes qui continuent à nous peser, à influencer notre vie et rendre notre transition difficile. Bon, parce que tout n'est pas simple. Et donc voilà. À partir de là, donc, quand on s'est retrouvé dans cette situation, il a fallu, donc c'est la situation de changer. On avait pris la décision de changer. On s'est demandé ce qu'on pouvait faire. Et bon, alors la première chose qu'on s'est dit, c'était que là où on vivait, c'était pas possible, parce que la première chose qu'on s'est dit, il fallait réduire nos besoins, et deux, l'une des manières de réduire nos besoins,
était de pouvoir essayer de produire des choses par nous-mêmes qu'on était obligé de payer jusqu'à maintenant. Et là où on vivait, c'était pas possible. Donc la première décision qu'on a prise, c'est essayer de trouver un endroit dans lequel on se sentirait bien et qui nous permettrait de générer de l'énergie, comme disait Myriam, de la nourriture, tout un tas de choses. Donc on a fait un cahier des charges et on a cherché. Il faut savoir qu'avant d'arriver en Vendée, on avait déjà pas mal bougé. Donc on a vécu un peu partout en France. On vient du Nord à la base. On a vécu à Grenoble. Moi j'ai vécu à Brest. On a vécu donc en Vendée. Et tous ces changements, en fait, c'était toujours généré par le boulot et jamais on s'est interrogé, mais où est-ce qu'on veut vivre? Parce que donc le premier travail a été de se demander où est-ce qu'on veut vivre. Donc on a eu tout un tas de projets qui nous sont passés dans la tête, qui étaient extrêmement insécurisants, parce que on a nos filles qui étaient plus jeunes à l'époque, et on a pensé partir en itinérance, vivre, machin, etc. Mais à chaque fois, on se disait, mais déjà, c'est un choix qu'on impose à nos enfants, parce qu'elles ne disent rien. Et il faut qu'on soit sûr de ne pas les foutre dans la merde. Donc, oui, face aux sans concernés. Donc on a, on a accumulé des connaissances sur plein de choses, sur l'autonomie énergétique, sur l'autonomie alimentaire, sur la manière de rendre les sols vivants, enfin tout un tas de sujets qu'on a creusés. On a suivi des formations, on a suivi des conférences à ce sujet pendant plusieurs années. Alors moi j'avais quitté mon travail à ce moment-là. Myriam travaillait encore en Vendée, donc c'était asymétrique. Et je vais lui rendre le micro à Myriam pour cette partie-là, du coup. Et donc le premier changement qu'on a opéré, c'était changer de lieu en gardant une sécurité. Et donc, moi, dans la fonction publique territoriale, j'ai eu une opportunité au niveau d'un emploi d'aller travailler dans un parc naturel régional qui venait d'être labellisé sur l'Aubrac. Et donc, on s'est dit, Aubrac, nature, personne, c'est parfait, on y va. Moi, je me disais, tiens, je vais peut-être tomber sur un boulot où les valeurs humaines seront un peu plus mises en avant parce que ce sont des valeurs qui sont plébiscitées dans les parcs naturels régionaux. Et donc, on a déménagé avec la famille en se disant, on part là-bas pour le travail, mais c'est quand même un endroit qui est chouette. Et on va essayer de se chercher un terrain répondant à notre cahier des charges, en fait. Et au final, le travail que j'ai trouvé, c'est pas parce qu'on travaille dans un parc naturel régional que c'est différent d'ailleurs, en fait. Du coup, on retombe en fait dans cette espèce de roue de hamster et c'est pas mieux. Donc, en fait, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on a déplacé le problème. Ensuite, sur l'Aubrac, c'est assez spécifique. L'emprise foncière est très, très compliquée, c'est-à-dire qu'il est extrêmement compliqué de s'installer. Et on s'est aperçu à ce moment-là, en fait, qu'on s'était dit, on change sans changer, en fait. On a juste déplacé le problème. Et donc, à partir de là, il y a eu une grosse remise en question on a déjà fait un premier saut en se disant, on essaye de faire ça, et puis, c'est compliqué, on avait trouvé un terrain, mais en fait, on ne voulait pas nous le vendre. Donc, en fait, c'est engagé une espèce ce qu'on appelle, nous, une errance, en fait, dans la recherche d'un terrain, dans le fait de penser trouver, de ne pas trouver, d'affiner ses choix, de s'apercevoir qu'en fait, on pense avoir trouvé une opportunité, ça n'en est pas une, etc. Et donc, en fait, on fait à la fois on avance, on recule, on avance, on recule, on avance, on recule, mais toujours avec cet objectif et espoir d'arriver à notre but ultime, c'est-à-dire de se trouver un petit coin, vu que nous, on avait fait le choix de l'autonomie. Il y a beaucoup à en dire autour de ça, mais ça, comme des bons, comme des mauvais côtés. Mais c'était ce vers quoi on voulait se tourner. Et donc, à un moment donné,
Enfin, moi, j'ai dit j'arrête après le confinement qui a rendu un peu ma boule certaines personnes avec qui je travaillais. En fait, parce que nous, on a eu la chance de vivre le confinement à la campagne, donc c'était très, très sympa, on va dire. Il faisait beau, on pouvait sortir, etc. Donc, enfin, on pouvait sortir dans un périmètre restreint, mais voilà, je pense que c'était un peu plus compliqué ici à vivre. Mais il y a des personnes, en fait, le fait qu'on était en télétravail total, n'ont pas supporté qu'il n'y ait plus de présentiel, et voilà, bon, bref, c'est une autre histoire. Donc, on s'est dit, mais non, on ne peut pas continuer comme ça. Il faut qu'on se débarrasse de nos boulots et qu'on change. Et à partir de là, moi, j'ai lâché mon emploi de la fonction publique territoriale. Et on est parti sur le coup à l'aventure. On n'avait plus rien. On a acheté un camping-car. On s'est dit, on part en itinérance. Il n'y a peut-être que ça qui va marcher. Et on a trouvé un terrain au nord de la Dordogne, dans le Périgord vert, juste à ce moment-là. Donc en fait, on n'est pas parti très longtemps. Et tu veux ajouter ? Ouais, non, je veux juste préciser une chose, c'est à cette expérience, donc ce passage sur l'échec, sur l'Aubrac, était un échec. Oui, mais voilà. Mais ça nous a permis de comprendre un peu mieux ce que ça voulait dire changer de vie, c'est-à-dire ce que c'était qu'une transition. Une transition, c'est fondamentalement, quand on parle de physique, c'est partir de quelque chose et aller vers autre chose. C'est fondamentalement ça. Mais ça veut dire, quand on l'applique à la vie, c'est de savoir où on est, de bien comprendre dans quelles conditions on est, ce qu'on veut plus, etc. Et viser quelque chose de différent. Sauf qu'il faut bien avoir conscience que cette chose de différent, on ne l'a jamais vécue. Donc c'est quelque chose qu'on fantasme forcément. Ça n'empêche pas de l'avoir en tête, mais il faut bien s'apercevoir que quand on bouge, on va changer de point de vue, on va apprendre des choses différentes, etc. Et ce point de vue, cet objectif qu'on a, va changer de toute façon. Il va peut-être s'améliorer, se déplacer, mais c'est vraiment que quand on change de vie, c'est quelque chose qu'il faut avoir conscience. C'est-à-dire, on veut aller vers quelque chose, mais il faut bien savoir que vers quoi on va aller, ça sera vraiment vraisemblablement pas ce à quoi on pense au départ. Et ce qui signifie que la période entre le moment où on part, on quitte quelque chose qu'on connaît pour aller quelque chose qu'on désire, mais qui n'est pas forcément réel, en fait, c'est une grande période d'instabilité. C'est pas forcément négatif, c'est anxiogène, mais c'est quelque chose, en fait, c'est pour utiliser une citation un peu caricaturale, ce qui est important, c'est le chemin. C'est le moment tout le moment où on se met à bouger, à faire la transition. C'est le moment où on apprend énormément de choses, on rencontre des gens, on se remet en question, on regarde d'où on était en se disant, bah, en fait, ce que je pensais, ce que je pensais être n'est pas exactement ce que j'étais. Ce vers quoi je veux aller, c'est pas forcément ce que je peux réaliser et ce vers quoi je peux aller vraiment. Et donc, cette période, c'est une période de remise en question permanente dans l'objectif d'essayer de retrouver un peu de stabilité. Et c'est quelque chose qui peut être très long, en l'occurrence. Alors, quand on parle de transition, il y a la transition, donc il y a plein de choses. C'est la vie personnelle, la vie professionnelle. Il y aurait plein de choses à dire là-dessus d'ailleurs. Et dans la vie personnelle, il y a comment est-ce qu'on chauffe, comment est-ce qu'on s'habille, comment est-ce qu'on se nourrit. Et chaque chose, en fait, ça correspond à une transition en particulier. Donc la stabilité qu'on recherche, on peut stabiliser des choses, c'est ce qu'on a fait. Nous, on a trouvé une stabilité sur l'endroit, on va en parler un peu, mais sur l'endroit où on est. Aujourd'hui, on produit notre énergie, on produit une partie de notre nourriture. On a également, enfin, on ne produit pas notre eau, mais on va dire l'eau est sur notre terrain, on capte l'eau sur notre terrain. Donc toutes ces choses-là, on a stabilisé des choses. Il y a encore plein de choses dans notre vie qui ne sont pas stables. Toute une série de projets qu'on avait avant de bouger, qu'on a eu pendant le moment où on était en train de bouger, se sont avérés inefficaces. On a eu plein d'échecs. On est encore aujourd'hui en transition. Voilà. Oui, parce que comme le disait Renaud, en fait, on continue de cheminer. On n'est toujours pas arrivé. En fait, on perçoit, donc on a trouvé une maisonnette à rénover.
sur un terrain. Bon, on avait fait le choix d'avoir un grand terrain, ce qui est possible en fait, encore un peu possible dans la diagonale du vide. Et bon, après, c'est en fonction des moyens de chacun, mais voilà, c'est encore abordable dans ces endroits-là. Donc, on a 2 hectares 6, on a un bois, ce qui nous permet de nous approvisionner pour notre chauffage. On a plusieurs sources sur le terrain, ce qui permet de nous approvisionner pour notre propre consommation et d'irriguer également le potager et le jardin, etc. Et de créer un réseau de mares, etc. De refaire revivre, de remettre un peu de biodiversité sur le terrain qu'on a mis. Voilà, mais on continue de cheminer. On est en train de rénover la maison, mais pareil, là, c'est toujours un peu compliqué. On a fait le choix de vivre en yourte, en fait, le temps du chantier de la maison. Là aussi, il y a une certaine acceptabilité sociale, en fait, parce qu'on a toujours une tendance à penser que à partir du moment où on vit de manière alternative, eh ben, on va être des gens un peu bizarres, etc. Donc, en fait, il faut discuter, il faut échanger pour montrer que voilà, on n'est pas des gens qui pourraient faire peur aux autres et que voilà, il y a en fait, quand on décide de partir ailleurs, on peut parfois se dire je vais être naturopathe, prof de yoga ou faire du maraîchage, etc. Mais en fait, c'est déjà des secteurs d'activité, en tout cas pour là où on est, où il y a déjà de nombreuses personnes en fait qui sont déjà installées. Donc du coup, il y en a beaucoup qui font cet écueil-là en se disant je vais vivre de manière différente et développer une autre manière de pratiquer un métier, un emploi, etc. Et en fait, c'est plus compliqué que ça en fait. Donc c'est pour ça que je pense qu'il est essentiel de se poser la question sur nos modes de vie, nos habitudes de vie, etc. Nos consommations quotidiennes, en fait, que ce soit en termes d'eau, d'électricité, etc. De se poser la question de l'aspect merveilleux d'ouvrir un robinet, d'avoir de l'eau et que l'eau, après, s'écoule sans qu'on ait à se poser de questions de que devient cette eau. Elle est nettoyée, etc. Donc, en fait, il y a vraiment des questions à se poser par rapport à notre mode de vie qui sont pour moi essentielles. Donc, il y a une nécessité de changer et c'est super chouette et c'est une super aventure humaine, mais même si on se prépare, on essaye d'être maximum ceinture bretelle, etc., il faut savoir qu'on peut avoir et des écueils et pas exactement aller où on souhaite aller et continuer d'avancer, voilà. Je ne sais pas, j'espère. Je ne sais pas si vous voulez ajouter ou intervenir sur certains sujets ou poser des questions. Ouais. Il y a combien de temps que vous êtes parti Oui, c'est notre livre, voilà. On est parti, donc on a commencé à réfléchir en 2017. En 2018, on est parti sur l'Aubrac et en fin 2021, on a signé pour la Dordogne, en fait, dans le Périgord vert. Donc, du coup, ça s'est fait un peu en saut de puce. Et donc, depuis fin 2021, on essaye d'installer notre projet sur la Dordogne. Donc, actuellement, comme le disait Renaud, on est autonome en énergie électrique. On a réfléchi énormément à nos consommations. Qu'est-ce qui, pour nous, a été important de conserver, qu'est-ce qui pour nous n'était pas important. Donc on est à une consommation électrique sans ballon d'eau chaude, je précise, d'1,5 kWh par jour en moyenne, sachant qu'en moyenne, à 4, en moyenne, un Français tout seul consomme 6 kWh par jour. Donc, du coup, en fait, on a réfléchi, on a enlevé tout ce qui pouvait contenir une résistance, sauf la machine à laver le linge. Mais du coup, on n'a plus de lave-vaisselle, on n'a pas de sèche-cheveux, on a une yaourtière façon marmite norvégienne, etc., etc. En fait, voilà, tout ce qui peut contenir une résistance, on l'a éliminé. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement intéressant à faire, parce que c'est de se poser la question, on dit, bon ben voilà, on veut produire nous-mêmes notre énergie. Il y a bien évidemment toute une partie qu'on ne peut pas faire nous-mêmes,
Alors, il y aurait énormément de choses à dire sur l'autonomie énergétique, mais à partir du moment où on veut réduire ses besoins en énergie, électrique notamment, s'interroger sur comment est-ce qu'on peut faire autrement, ça, c'est une source de créativité en fait extrêmement satisfaisante. Se dire, ah, tiens, ça, je peux le faire autrement. Ça, je trouve un moyen en bricolant un truc qui fait la même chose, qui consomme zéro énergie et qui me laisse, qui garde le même niveau de confort. Parce que c'est quelque chose qui était important pour nous. On peut, quand on veut aller réduire ses besoins, aller vers l'autonomie, il y a une manière très simple. Hein, on enlève tout, on abandonne tout, on devient minimaliste, etc. C'est possible. Nous, c'était pas la manière dont on voulait. On voulait conserver un certain niveau de confort, avoir chaud, avoir de l'espace, avoir de la lumière électrique. Oui. Non, alors actuellement, c'est un truc perfectible. On est au gaz. Parce qu'on est en yourte. Mais dans la maison qu'on va rénover, on a un système. Alors c'est le système qu'on a gardé. Il y aurait moyen de faire autrement, hein, mais en tout cas nous c'est celui-là qu'on va faire. C'est un ballon avec un âtre intégré en dessous. Donc c'est un ballon d'eau chaude avec une cheminée en dessous. Donc qui chauffe l'eau en hiver. Et dedans il y a un échangeur thermique qui peut être branché sur des panneaux solaires thermiques. Donc pendant l'été c'est le soleil qui chauffe et pendant l'hiver c'est le bois qui chauffe. Alors la cuisine, c'est également au gaz. Sachant que... Alors ça, c'est une question intéressante parce que moi, la première... quand on a voulu aller vers l'autonomie énergétique, moi, ce que j'aurais aimé, c'était éviter le solaire. Éviter le solaire photovoltaïque. Parce que... alors, on l'a pas fait. Parce que c'est un gros avantage, c'est que pour faire une transition, c'est très rapide. Ça permet d'être très rapide. Et l'autre gros avantage, c'est que ça nous permet de nous reconnecter directement à l'environnement. C'est-à-dire, vous n'avez pas de soleil, vous n'avez pas d'électricité. J'exagère, mais c'est quasiment ça, quoi. Notamment en hiver, vous avez votre machine à laver. Si vous n'avez pas de soleil, bah, vous devez attendre un petit peu pour pouvoir faire en sorte que votre machine, ça ne vous empêche pas d'avoir autre chose chez vous, quoi. Et donc, mais grosso modo, ça veut dire que vous prenez conscience que quand vous appuyez sur un bouton, y a quelque chose qui se passe, quoi. Et que c'est lié avec l'environnement. Donc ça permet vraiment de se reposer, de reprendre conscience qu'on n'est pas hors sol, quoi. Mais bon, moi, l'idée que j'avais à la base, c'était j'aurais bien aimé avoir un système sans solaire thermique, sans solaire photovoltaïque et sans batterie. C'est très compliqué. J'ai pas trouvé pour le moment. Mais par contre, je pense que pour recoller avec l'histoire de la cuisine, hein, c'est qu'il y a un système qui est intéressant, c'est la méthanisation, c'est-à-dire la production de biogaz à partir de déchets organiques. Donc vous avez des déchets végétaux, tous des déchets organiques que vous mettez dans une cuve avec de la fermentation, on va dire. Ça crée du gaz, du méthane. Ensuite, il faut un petit peu traiter, mais il y a moyen de le faire assez facilement avec de la low-tech, avec de technologies facilement utilisables et qu'on peut mettre en place personnellement, et qui permet donc de produire du gaz en quantité suffisante. Alors c'est quelque chose à étalonner, mais pour pouvoir alimenter une gazinière, pour pouvoir créer de l'électricité avec un groupe électrogène qui a l'énorme avantage d'être un cycle du carbone neutre. C'est-à-dire c'est une plante qui a poussé l'année, que vous mettez dans une cuve, qui produit du méthane, que vous brûlez, qui rend son carbone, et au final, il n'y a pas d'ajout en CO2 dans l'atmosphère. C'est un peu caricaturé, mais c'est quasiment ça. Et en plus, quand vous utilisez excusez-moi, je m'embarque dans la technique, peut-être que je vous saoule avec ça, avec un groupe électrogène, ça reste quelque chose qu'on peut facilement prendre en main, qui est facilement réparable, qui reste en fait, qui donne la possibilité d'être vraiment autonome. Si vous arrivez à mettre en place, c'est quelque chose sur lequel on est en train de travailler, si vous arrivez à mettre en place un méthaniseur avec tout un système qui brûle le gaz par derrière, vous pouvez produire votre chaleur, votre électricité, même avoir des voitures qui fonctionnent avec du méthane, et tout en local, en low-tech, et avec un minimum d'impact sur l'environnement. Parce que, je reviens au photovoltaïque, il y a tout un tas, le premier
mouvement, enfin la première chose qu'on pense quand on veut être autonome en électricité, c'est que je vais mettre des panneaux solaires, c'est bon. Il faut savoir que une centrale photovoltaïque, c'est ni écologique, ni économique. Et en plus, c'est une autonomie illusoire, parce que c'est du high-tech. Ça tombera en panne, forcément. Hein. Une centrale photovoltaïque, c'est la grosse limitation, c'est l'électronique qui est nécessaire pour pouvoir produire l'électricité. Et en moyenne, un système électronique, ça fonctionne correctement 10 ans. Alors, si vous avez de la chance, 10, 15, 20 ans, mais au bout de 10 ans, vous avez un risque que ça tombe en panne. Et quand ça tombe en panne, bah, vous ne pouvez rien faire. Quoi. Parce que c'est vraiment du high-tech. En plus, la plupart du matériel qui est vendu, c'est un truc sur lequel on ne peut pas intervenir. Donc vous êtes obligé de le remplacer. Donc c'est intéressant, ça reste intéressant, hein, c'est une solution qu'on a prise. Mais il faut le voir dans un phénomène, dans un objectif transitoire. C'est-à-dire, encore une fois, c'est-à-dire, oui, ok, c'est bon, ça nous permet, ça a plein d'avantages, mais ça a une limitation, c'est une fausse autonomie, qui est très confortable, mais c'est quand même une fausse autonomie, et donc il faut penser plus loin. C'est ce que je disais tout à l'heure, quand je disais, en fait, la transition, c'est vraiment un mouvement permanent vers autre chose. Et donc il y a moyen de se restabiliser, etc. Voilà, j'arrête de parler. Oui, oui, pardon. Ça n'existe pas en low-tech les panneaux solaires qu'on peut maîtriser soi-même Non. Alors, en solaire thermique, oui, c'est possible. Quand il s'agit de faire chauffer de l'eau, c'est possible. En solaire électrique, la cellule photovoltaïque, c'est du silicium qui est forcément industrialisé. Donc c'est toute la base du photovoltaïque, c'est industriel. On ne peut pas le faire autrement. Et ensuite, il y a le solaire donne du courant continu en fonction du soleil. Et pour pouvoir l'utiliser chez soi, il faut pouvoir le stocker, parce que sinon, bah, la nuit, vous n'avez pas d'électricité. Et deux, pouvoir le transformer pour pouvoir être compatible avec tout le matériel que vous avez, machine à laver, four, toutes ces choses-là. Et tout ça, de nouveau, il y a des systèmes qui sont plus ou moins complexes, mais ça reste quand même des composants électroniques qui sont forcément issus de l'industrie électronique. Donc, en termes de production électrique, il y a moyen de faire des systèmes très simples, hein, en récup, avec des batteries de voiture notamment, mais la base du panneau solaire, on ne peut pas le faire soi-même. Quoi. Oui, pardon. Comment vous avez vaincu la peur et est-ce que vous êtes la peur de l'inconnu et est-ce que vous avez établi un budget ou un timing pour faire cette transition? Oui, alors je peux commencer. Ouais. Alors, en fait, c'est ce que je disais au début, c'est qu'on a une expérience professionnelle avec, on a été en contact avec des personnes, enfin moi en tout cas, des personnes au mieux désagréables, au pire infectes, vraiment. Et, et en fait, le choix s'est fait un peu. Non, mais c'est plus possible. Quoi. C'était mieux ça. Cet inconnu était mieux que ce qu'on vivait. Ça se cumulait avec le fait qu'on voulait, on a eu des enfants, on avait envie de passer du temps avec nos enfants, on avait envie de se voir, on avait envie d'avoir une vie cool. Enfin, moi, à l'époque, je bossais très loin de chez moi. Donc le choix a été ça, au bout d'un moment, non mais c'est plus possible. J'exagère un peu en disant que c'était une question de survie, mais quasiment. Oui, voilà, c'est ça, tout à fait. C'était mieux ça qu'autre chose, quoi. Et ça venait, mais ça a été, le saut a pu être fait parce que ça venait ça venait être en cohérence avec d'autres choses. Bah, l'état du monde, le fait de vouloir avoir nos enfants et la possibilité de pouvoir faire autrement, sans trop savoir pourquoi, ni comment, enfin non, sans trop savoir comment. Et pour répondre au budget et au timing, alors oui, on avait un budget et un timing, et c'est ce que j'ai dit, quand on bouge, enfin, nous en tout cas, quand on bouge, notamment la partie en Aubrac a été, en termes de budget, une catastrophe. Ça a grignoté une grosse partie de notre budget. Et on s'est aperçu que le timing et le projet qu'on avait fait, c'était pas faisable. C'était pas faisable dans le sens où, pour savoir, alors à la base on voulait un retour à la terre, on voulait faire du maraîchage, des choses comme ça. Premièrement, on s'est aperçu que pour pouvoir mettre
penser vraiment ce projet, il faut savoir où on est, quel terrain on a, quelle eau on a, quel climat on a, quel tissu économique il y a à côté. Tant qu'on n'y est pas, c'est compliqué de le faire. Et tous les autres projets, voilà. Et donc, on s'est aperçu, la première chose à faire, c'est de se fixer géographiquement. À partir de là, on a des compétences, on sait faire des choses, on aimerait bien ne pas faire des choses, et on verra. Je sais pas si tu peux compléter. Et on a toujours, enfin moi je suis une grosse flippette, hein. Je suis un peu comme Josiane Balasco dans Les Bronzés fonds du ski, j'y vais mais j'ai peur. Un peu tout le temps. Et donc, en fait, j'ai toujours peur. Mais comme dit Renaud, je préfère faire ça. Je ne veux pas regretter, en fait. M'être dit, non, mais ouais, mais il y a la retraite, il y a ceci, il y a cela, j'ai la sécurité de l'emploi. Bon, voilà. Non, je me dis, il n'y a pas. La vie, c'est maintenant. J'ai envie de ça, donc je tente ça et on verra. Et bon, après, je suis de nature prudente, je fais pas trop n'importe quoi non plus, mais voilà, je me dis, la vie est là, elle est là maintenant, donc si c'est quelque chose qui me tient à cœur, je le fais. Et puis après, ben, on avise en fonction des embûches ou des opportunités, parce que en soi, si on n'avait pas bougé, on n'aurait pas eu l'opportunité d'écrire ce livre, qui a aussi été une belle aventure humaine, en fait, à la fois pour nous, parce que ça nous a permis de nous poser, même si on avait beaucoup discuté, etc., etc., en fait, on ne s'était jamais vraiment posé sur tous ces sujets et d'écrire en fait sur tout ça, et puis le rapport à la famille, le rapport à l'argent, le rapport à le rapport à l'emploi en fait, à ce qui fait de nous ce qu'on est, enfin voilà, des tas de sujets qu'on avait abordés comme ça, un verre à la main, mais jamais à l'écrit. Donc du coup c'était super, et on a rencontré de belles personnes avec ce livre. Donc des choses qu'on n'aurait pas eu à faire dans nos vies d'avant. Donc en fait, il y a à la fois des choses extraordinaires, et puis bah, il y a aussi des moments où c'est un peu plus compliqué, où on se dit, on peut être parfois aquaboniste, etc. Mais voilà, je ne sais pas si ça répond à votre question. Non, moi je me posais la question que malgré tout, vous produisez beaucoup de choses, mais il y a des choses que vous devez acheter quand même. Donc avec quel argent, comment... Alors c'est là la difficulté de la chose, c'est que ben on a pris un départ, donc on a essayé, bah, déjà on s'est installé, etc. On avait la chance d'être propriétaire auparavant, donc on a profité de la vente de notre ancienne maison et de l'argent qu'on avait pu en fait économiser, etc. Donc ça a été une chance pour nous. On a eu aussi les allocations chômage, hein, on ne va pas cracher dessus. On a eu l'opportunité d'écrire ce livre, mais il est vrai que c'est très très compliqué. Là, actuellement, on essaye on a développé nos deux activités. Donc moi, en tant que, en fait, dans la communication institutionnelle, vu que c'était mon métier de base, mais c'est très compliqué de travailler dans ce domaine-là quand on n'est pas connu sur place, etc., etc. Et puis, bah, Renaud, pour faire, à la base, c'était pour faire du conseil en installation photovoltaïque autonome, mais on tombe sur des gens qui veulent autoproduire sans se poser la question de leurs besoins. Donc du coup, éthiquement, c'est pas... C'est le nœud du problème, hein, très clairement. Hein. Parce que, alors, pour répondre très clairement, on a eu deux entreprises, hein, donc Myriam en communication institutionnelle et moi en conseil photovoltaïque sur le photovoltaïque. Le but, c'était l'auto-installation de petites centrales photovoltaïques. Avec le problème qu'il y a beaucoup de clients qui en fait veulent installer des monstres pour ne pas avoir, en fait, juste pour retirer la facture d'électricité, ce qui en plus est illusoire, mais bon, bref. Et dans notre cas, je ne sais pas si on peut appeler ça de l'éthique ou de l'entêtement, ça dépend de la manière dont on le voit, mais c'est des choses qu'on ne veut pas et qui rend en fait les choses très compliquées. Parce que quand je dis c'est vraiment le nœud du problème, c'est que, alors, excusez-moi, je vais peut-être un peu pontifier 2 secondes, mais il y a la vie classique dans le système géopolitique dans lequel le monde est actuellement.
hein, voilà, industriel, il faut travailler tant d'heures par jour, etc. Bon, ça, c'est quelque chose qu'on ne peut, même si on aime, enfin moi personnellement, même si j'aimerais pouvoir m'en passer, qu'on ne peut pas nier. Et c'est très collant, littéralement, quand on change de vie. C'est quelque chose je ne sais pas si vous connaissez Fort Boyard, le jeu là où on doit balancer une boule collante et bah, c'est ça la vie classique quand on change de vie. Il y a une nécessité de gagner de l'argent. Pas parce qu'on en a besoin, parce que c'est obligatoire. Et c'est donc il faut savoir que quand on change, eh ben, on est obligé de laisser un pied dedans. C'est terrible parce que chaque vie c'est quelque chose qui est entier et ça devrait avoir un temps qui est entier. C'est-à-dire quand vous avez une vie où vous produisez des choses, et ce que vous ne produisez pas, vous pouvez l'avoir, il serait possible de l'avoir en coopération avec des gens qui sont autour, etc. Ça, en fait, c'est ça qui est assez terrible dans l'histoire, c'est que ça marche. Il y a moyen de faire autrement et de garder. Bon, il faut renoncer à des choses, hein, forcément, mais il y a moyen. Mais il y a toute une partie. Mais vous devez gagner de l'argent, donc vous avez une partie de votre temps qui est phagocytée par cette obligation et qui du coup vous enlève ce temps que vous avez besoin et qui vient perturber ce que vous essayez de mettre en place. C'est quelque chose qu'il faut savoir et qui pose problème. Donc on n'a pas de solution actuellement. On a nos deux activités qui fonctionnaient mais pas à la hauteur de ce qu'on voulait. Pour nous, ça pourrait fonctionner, mais on a des enfants. Et on veut pas, déjà qu'on leur a imposé tout un tas de trucs, on veut pas que ça leur pèse. Donc là, étant en termes économiques un peu dans un bas, Myriam a retrouvé un boulot. On a des tas d'autres projets en ce moment qui n'ont pas encore de réponse, qu'on aimerait bien qu'ils trouvent des réponses. Mais en tout cas, ça nous a fait prendre conscience d'une autre chose, d'une autre étape, c'est que il n'est pas possible de changer correctement dans le cadre social, socio-économique. Et donc, ça implique deux choses de mon point de vue. Ça implique qu'il devrait y avoir plein de gens qui essayent, parce qu'il y a tellement de chemins à explorer, nous on en explore un qui n'est pas encore au bout, qui n'a pas fini. Il y a tellement de chemins à explorer que peut-être qu'une personne qui va tenter quelque chose pourrait trouver des choses. En échangeant sur les expériences qu'on a, ça permet de trouver. Mais l'autre chose importante, c'est notamment, je ne sais pas si vous connaissez un monsieur qui s'appelle Aurélien Barraud, qui en parle beaucoup, qui explique que la première chose qu'il faut, avant même de commencer à changer, en termes de, à l'échelle d'une société, c'est de demander ce qu'on veut. Et tant que cette interrogation on n'aura personne, collectivement, on n'aura pas répondu à cette interrogation, il n'y aura pas moyen de faire, de modifier ce cadre. Moi personnellement, c'est du coup une voie que je suis en train d'explorer. J'ai une chaîne YouTube, c'est bien que ça soit le Grand Satan. C'est un moyen de diffuser des idées sur la réflexion sur les grands totems de la société notamment, et mon idée étant d'explorer comment on peut déconstruire des certitudes pour essayer d'aller voir, pour pouvoir justement participer à ma toute petite échelle à une réflexion qui devrait être plus globale sur ce qu'il faudrait faire ensemble pour modifier, transformer, briser le cadre alors pareil, c'est mon opinion, qui est toxique, quoi. Voilà. Oui. Je voudrais comprendre pourquoi vous dites que c'est obligé de gagner de l'argent, parce que si vous avez l'autonomie l'eau chaude, Ouais. pour le chauffage, le bois, Oui. solaire thermique, Oui. aussi pour le chaud. Oui. Pour l'alimentaire, vous faites une partie. Alors est-ce que c'est pour le complément alimentaire, ou est-ce que c'est des taxes foncières à payer, des choses comme ça? Alors, oui, vas-y.
Enfin, tu peux répondre aussi. En fait, on a vraiment réduit énormément nos besoins par rapport à une moyenne française. En fait, pour nous, l'équivalent d'un SMIC, c'est Byzance, en fait. Parce qu'en soi, nous, en termes de besoins financiers, on a besoin de 1100, 1200 euros par mois pour survenir à nos besoins. Donc ça comprend le gaz pour l'instant qui est nécessaire, on va dire. Ça comprend les assurances de la voiture. Ça comprend... on a deux véhicules parce que quand on vit en campagne, la mobilité est une très grosse question, en fait. C'est très, très compliqué, en fait, de faire le choix de vivre loin. Mais quand on a des enfants qui vont au collège ou à l'école, il faut les conduire et potentiellement il y a les activités extrascolaires voilà, les cantines, la mutuelle. Donc en fait, malheureusement, on peut penser ce qu'on veut de ce système-là, il nécessite encore d'avoir un peu de sous. Ensuite, on ne produit pas tout. On ne produit pas du fromage. On a une alimentation quasi végétarienne, mais du coup, on essaye d'avoir un apport protéiné à base des plantes sauvages qu'on a sur notre terrain, mais on fait quand même... Et cette année, ça a été très compliqué. Voilà. Et en fait, voilà, donc du coup, on achète du fromage auprès de producteurs locaux. Alors, on fait nos courses dans les marchés. On a cette chance-là de vivre sur un territoire qui, en termes, on parle du grand thème de la sobriété alimentaire, où on peut avoir l'ensemble des produits frais nécessaires directement à la ferme, donc que ce soit le fromage, la viande, etc., le lait, tout ce qu'on veut. Là où on habite, on peut tout avoir à moins de 15 minutes de chez nous. Donc c'est un très grand confort et une très grande chance, et que ça coûte moins cher qu'en supermarché. Donc il faut le savoir. Mais voilà, il y a l'essence de la voiture, il y a la vie, quoi, malheureusement. Moi, j'aimerais bien qu'on n'ait plus de dépenses, mais c'est aussi le fait d'avoir nos enfants. Les vêtements, j'entendais madame, c'est du reconditionné, en fait, tout ce qu'on... Mais il faut quand même le payer, même si c'est pas cher. Donc voilà, quoi. Oui. J'avais une question sur le travail que vous avez trouvé, du coup, dans un deuxième temps, quand vous avez... Ouais. Est-ce que c'est lié à l'écologie ou est-ce que c'est lié à ce que vous faisiez avant? Parce que ça aussi, ça concerne la transition. Est-ce qu'on peut la faire ou pas? Alors, du coup, on se retrouve sur un territoire où, en termes d'emploi, c'est un petit peu compliqué, surtout des emplois dans le tertiaire comme le mien, parce qu'il y en a très très peu, ou si on en trouve, c'est loin, ça nécessite de faire 1 heure de route pour y aller, vu que nous, on est entre Limoges et Périgueux, et les deux villes phares, et voilà, il n'y a pas beaucoup d'emplois si on est complètement dans le tertiaire à cet endroit-là. Donc j'ai la chance, en fait, c'est une opportunité qui s'est présentée de travailler pour une commune, pour la gestion d'un petit parc résidentiel de vacances locatif, et avec des étangs pour les amateurs de pêche, un parc Odin, une petite piscine plutôt pour les enfants, enfin voilà, et des choses comme ça. Donc je vais avoir à gérer ça. Donc éthiquement, c'est acceptable, en tout cas pour moi. Mais en fait, c'était aussi une notion. Pour chercher du boulot, il y avait des choses où je me suis dit, non, là, je ne peux pas répondre. Parce que c'est pour un abattoir ou c'est pour différentes quelqu'un qui fait en gros de mince à Saint-Priest, celui qui fait des semences, qui fait du compostage, du broyage, mais qui le vend super, je sais plus. En fait, bref, il y a quelqu'un qui fait de l'engrais agricole dit naturel, mais en fait, c'est quelqu'un de malhonnête. Donc du coup, il était hors de question que je travaille pour cette personne-là. Donc en fait, petit à petit, il existe des postes en télétravail, mais depuis la fin du Covid, la majorité souhaite revenir, des entreprises ou des associations souhaitent revenir au présentiel. Et on peut aussi parler du télétravail total ou non, parce qu'en fait, ça perd l'aspect de groupe et potentiellement le fait de fédérer les équipes contre éventuellement des décisions hiérarchiques injustifiées ou quoi que ce soit. Donc en fait, c'est tout ça, le télétravail total, c'est bien, mais il y a un revers en fait. À chaque fois, il y a toujours deux facettes à une solution et il faut essayer de composer au maximum que ce soit le plus acceptable possible, quoi. Moi, j'ai une question par rapport à l'équilibre
cherché ou que vous avez trouvé en partie par rapport au fait d'avoir vos nouvelles activités et en même temps d'autres activités qui sont venues s'ajouter, comme par exemple, j'imagine un peu de maraîchage pour faire de l'autoproduction et subvenir un tout petit peu à vos besoins alimentaires, même si vous complétez par ailleurs. Pour avoir fait un tout petit peu de maraîchage, m'y intéresser, ça prend beaucoup de temps à certaines périodes de l'année, voire quotidiennement. Comment est-ce que vous arrivez à trouver un équilibre ou quel est l'objectif? Mais c'est pour ça qu'en fait, on avait réduit nos besoins et la notion de temps est super importante, surtout en termes d'autonomie, parce que l'autonomie électrique, Renault en a parlé, on va dire que là c'est un peu automatisé, mais si on passait au gaz, il y aurait un petit peu de boulot, même si c'est un coup à prendre, mais ça en fait partie. L'autonomie alimentaire nécessite, comme vous le disiez, du temps, et puis une planification, une réflexion sur qu'est-ce qu'on fait, où on plante, etc. Et puis pallier aux aléas climatiques qui sont nombreux maintenant, parce qu'on se dit ce qui a marché une année, ça ne marche pas sur l'autre. Et nous, on arrive sur un territoire qu'on ne connaissait pas forcément. Donc en fait, on continue de découvrir, etc., d'essayer de comprendre comment évolue notre sol, qu'on essaye d'enrichir, etc. On teste, voilà. Donc ça prend du temps. Produire dans son potager nécessite après de la transformation pour pouvoir profiter également des légumes d'été. Donc là, le mois de septembre est un mois très chargé vu que il y a la conserve des fruits, des légumes d'été, etc., qui continuent de produire. Donc en fait, c'est du temps. Tout le temps. Nous, on fait pas mal de cuisine, c'est du temps, mais vas-y. Mais fondamentalement, en fait, il y a toute une partie, il y a des périodes qui sont extrêmement denses, la conserve, la récolte, ça. Mais le reste, c'est lissé sur l'année, ça demande en fait assez peu de temps à être utilisé. C'est-à-dire, à partir du moment où vous avez un sol qui est vivant, vous avez réussi à créer un équilibre, c'est compliqué, mais bon, c'est faisable, on va dire. Il y a toute une partie qui marche toute seule, quoi. Il faut être là, présent, vérifier et intervenir quand c'est nécessaire. Mais pour toute la partie, on va dire, de la semence jusqu'à la récolte, c'est quelque chose qu'on peut faire le soir ou le matin, entre les choses. Et le problème, c'est quand ça commence à devenir de la récolte, ça dépend des quantités qu'on a récoltées, mais voilà, c'est ça. Et ce qu'on va en faire après. Parce que, notamment la stérilisation, quand on fait des conserves ou des choses comme ça demande du temps, ça demande de l'énergie aussi, c'est pas anodin. Et donc il faut pouvoir avoir du temps. Et c'est pour ça qu'il faut qu'il y ait au moins une personne qui soit là, quoi, et qui puisse gérer son temps plus ou moins de manière flexible, quoi. Et le bois de chauffage aussi, parce que nous on a un bois, donc il faut aller prélever, il faut mettre à sécher une première étape, après il faut le ramener, il faut fendre les bûches. En gros, on dit quand vous produisez votre bois, vous vous chauffez plusieurs fois au cours de l'année parce que ça demande de l'énergie physique aussi pour le faire. Donc en fait, et du temps, évidemment. Et c'est ça, la difficulté dans le genre de vie qu'on a choisi, c'est de pouvoir équilibrer le temps que nous prend cette vie, qui est pour nous un temps riche, parce que en fait, ça nous met au contact de la nature, des ressources qui nous entourent, etc. Et le temps qui est encore disponible, en fait. Votre projet, il est mené a priori de manière, d'un point de vue très famille nucléaire, vous êtes 4. À aucun moment il y a eu une réflexion de est-ce que j'ai des amis, d'autres couples ou pas, pour créer une communauté plus large, que l'éducation peut-être soit répartie, que certaines charges soient mises en commun, que des outils soient mis en commun, que le travail de la terre ou autre soit aussi mis en commun, que le terrain puisse être plus grand. Enfin, est-ce qu'il y a eu une réflexion comme ça, ou est-ce que c'est une réflexion à venir peut-être ? C'est une très bonne question. C'est ce qu'on dit, hein, quand on est tout seul, on va plus vite, quand on est ensemble, on va plus loin. C'est vrai. Sauf que, de mon point de vue, alors,
je pense que Myriam est d'accord avec moi, un collectif, c'est pas quelque chose qui se décrète. On a eu des réflexions, on a des amis, on s'est demandé si on faisait un collectif avec, etc. Il s'est avéré que, en fait, c'était pas possible. Enfin, on n'était pas sur la même longueur d'onde. C'est très important, les mots. Hein. Y a, en fait, autonomie notamment, c'est un mot qui veut rien dire. Hein. Parce que vous pouvez parler avec quelqu'un d'autonomie, avoir une discussion qui paraît classique, qui paraît normale, mais en fait, c'est deux réalités différentes. Ça nous est arrivé. Pas, on invite des gens sur notre terrain, on parle d'autonomie. Ah ouais, moi je suis autonome, machin, etc. Alors nous, on est petite station photovoltaïque, très peu de batterie, 6 panneaux solaires, le plus low-tech possible. Et lui, à la fin, donc on discute. Ah ouais, c'est génial, t'as fait comment hein. Et à la fin, on se rend compte que lui, l'inverse, c'est... je sais plus, il a 30 panneaux solaires, tout sur des capteurs qui bougent, avec des batteries, tout en domotique chez lui. Et il a fallu vraiment parler spécifiquement technique pour qu'on se rende compte. Donc, les mots, c'est hyper important. Et donc, quand on discute avec des gens qu'on pense connaître, etc., le discours qu'on a, tant qu'on n'a pas été au bout des choses, on ne sait pas si on pense la même chose. Et il y a, en tout cas, on a côtoyé plusieurs collectifs où ce qui s'avérait, c'était que c'était des gens qui venaient de plein d'horizons différents et qui avaient un règlement. Mais enfin, ou alors les gens sont vraiment gentils, quoi, mais ça marche pas longtemps. À mon sens, pour qu'un collectif fonctionne, il faut que les gens se connaissent vraiment, quoi, s'aiment vraiment. Mais vraiment, enfin, c'est quelque chose. Et nous, on n'a pas rencontré ça. Que les gens ils soient vraiment dans une démarche, mouvement collectif de faire ensemble, en fait. Et c'est ça qui est difficile, c'est vraiment, on associait ça un petit peu comme on tombe amoureux, en fait, où on a envie d'être avec une personne. Et bien là, on a envie d'être ensemble et de faire quelque chose communément parce qu'il y a quelque chose qui nous rassemble et tant mieux. Et du coup, il y en a pour qui ça marche vraiment. Mais nous, on a cherché. Alors peut-être que c'est nous, on n'a pas trouvé. Pas que vous. Et par contre, en fait, la chance qu'on a, c'est qu'on habite dans un hameau isolé où en fait il y a énormément de gens qui se retrouvent isolés. C'est des petites maisons qui sont de part et d'autre. Nous, le bourg de notre commune est à 7 km en fait. Donc, et si on doit faire une course, aller acheter du pain, etc., voilà, il faut qu'on fasse au moins cette distance-là. Et donc, du coup, il y a beaucoup de solidarité qui se met en place dans le voisinage. C'est-à-dire qu'on est tous connectés les uns aux autres. Donc, si on a besoin d'un outil, on sait qu'il y a l'agriculteur du coin qui pourra nous prêter une baramine parce qu'on n'a pas tout le temps besoin d'une baramine voilà, chez soi, des trucs comme ça. Et donc, du coup, on arrive à créer une solidarité et donc un collectif à échelle un peu plus large, si je puis dire. Donc voilà. Mais du coup, ça se construit petit à petit. Et une solidarité entre... parce qu'on a des personnes qui sont âgées, qui sont plus ou moins dépendantes. Et donc, du coup, le fait de faire des courses pour une personne qui peut plus se déplacer ou d'emmener un petit papy chez le médecin, etc., c'est quelque chose qui est naturel, en fait, dans notre voisinage. Et ça, c'est super sympa, en fait. Et c'est super enrichissant. Sans pouvoir répondre pour les deux, je pense que les deux n'auraient pas forcément la même réponse. C'est la plus grande? Oui, là c'était la plus grande, ouais. Et en plus, elle a 14 ans. Et c'est la seule qui a connu les deux vies. Ah oui. Elle avait quel âge? Quand on est parti, elle avait 2 ans, 3 ans. Non, quand on a commencé à réfléchir, elle avait 2 ans. Quand 2017. Ah oui, non, je confonds avec Roxane, pardon. Elle avait 6 ans. Ouais. Pardon. C'est mes filles, hein, je vous assure. Oui. Et donc elle a quand même eu conscience de sa vie dans sa grande chambre, etc. Parce que la maison est plus petite maintenant. Et l'autre a
pas vécu ça. Donc on sent que la grande, elle, il y a des choses qu'elle regrette. D'autant plus que sa grand-mère a une très grande maison. Donc elle a encore un pied là-dedans. Mais elles ont des réflexions qui sont sympas, quoi, parce qu'elles ont conscience, elles ont conscience que enfin elle en tout cas, elle a conscience que ses désirs sont pas gratuits au sens et elle aussi entre putain, j'aimerais bien quand même, mais Oui, elle est parfois, puis c'est l'âge aussi, l'envie d'appartenir à un groupe, etc. Donc c'est pas évident et on comprend et on essaye de toujours dialoguer avec elle, de lui expliquer nos choix qu'elle comprend pas forcément parce qu'elle a pas envie en fait de se poser la question, et elle est parfois attirée par les sirènes de la ville, de la consommation, la facilité d'obtenir un truc, sans se poser de questions. Mais elle a aussi des bonnes réflexions. Je vois avec ses copines, elles sont fans de manga et puis elles aiment bien s'offrir des petites figurines qui représentent des personnages de manga. En fait, son automatisme, c'est des trucs qui coûtent assez cher, en fait, ces machins en plastique là. Et tout de suite, elle va sur Vinted ou Le Bon Coin, elle cherche pour se offrir. Et pour elle, c'est normal en fait, parce qu'elle dit... il y a des gens qui se débarrassent de ça, autant en profiter en fait. Donc du coup, elle a des automatismes qu'on trouve plutôt intéressants par rapport au désir qu'elle peut avoir. Donc voilà. Et la deuxième, en fait, elle a le côté... Pour l'instant, elle a 9 ans, hein, donc elle est hyper nature. On a des mares, on va chercher les bébés têtards. On observe, on fait un élevage d'escargots. C'est tous des trucs. Elle a toujours des tas de projets de folie. Elle ramasse tout le temps des cailloux merveilleux partout. C'est en gros l'enfant dans la nature. Elle se fiche totalement. Un temps comme ça, elle est dehors, elle s'en fout. Et donc ça, c'est plutôt sympa, quoi. Donc voilà. Je sais pas si vous avez d'autres questions. Faut pas hésiter. Oui. Vous avez dit que vous avez maintenant un peu un réseau communautaire avec tous vos voisins, même s'ils sont un peu loin. Mais est-ce que vous avez beaucoup senti la solitude au début et comment vous avez réussi à faire une place quelque part où vous connaissez personne? Alors, on a eu de la chance. En fait, on a beaucoup bougé en France, donc on a vu des cultures très différentes d'une région à l'autre, en fait. On a vécu à Grenoble, où, en gros, il y a un gros turnover de population. Donc, en fait, on connaît ses collègues, ou les gens qu'on rencontre à la salle de sport. Mais en fait, comme les gens s'en vont rapidement, il n'y a pas de relation, en tout cas nous ce qu'on en a vu et la réflexion qu'on s'était fait avec les amis de l'époque, c'était ça passe. On a vécu en Vendée, qui est un département assez particulier au niveau de sa culture et qui est extrêmement clanique et extrêmement fermé. Et donc là, on a, même en y travaillant, on a eu beaucoup de mal à aller chez les gens, même si on invitait les gens chez nous. En fait, les gens, je dis pas qu'il faut rendre l'invitation, c'est pas ce que je dis, mais en fait, on a mis 7 ans, 5-6 ans à pouvoir côtoyer vraiment les gens, en fait, parce que ils vivent entre eux, sont des très très grandes familles, c'est très très clanique, avec des rites qui sont pas forcément les mêmes qu'ailleurs en France, et du coup ils ne comprenaient pas forcément qu'on puisse vivre différemment. Enfin bref, c'était des tas de questions. C'était hyper intéressant parce qu'on s'aperçoit que dans un même pays, il y a des traditions qui sont différentes. On est allé sur l'Aubrac où il y avait une curiosité mais un certain conservatisme. Et donc, les gens étaient très, très sympas à nous accueillir, etc., parce qu'ils recherchent, en fait, de nouveaux habitants, mais quand même un maintien à distance, genre, c'est des néos, qui sait, voilà. Bon. Par contre, là où on est, en fait, ce sont des territoires qui ont été complètement désertés il y a 20, 30, 40 ans,
parce que les populations, les jeunes sont partis à Paris, à Limoges, à Périgueux, etc. Et donc, en fait, il n'y a plus que des vieilles personnes sur ces territoires-là. Et il y a eu beaucoup de résidences secondaires, notamment de Néerlandais et d'Anglais. Et donc, c'est des gens qui ne sont pas là à l'année et qui ne font pas vivre le territoire. Et donc, maintenant, il y a plutôt une culture de l'accueil, en fait, par devers eux, parce que justement, ça va refaire vivre le territoire, en fait. Il y a des gens qui sont revenus aussi. Il y a des gens qui sont revenus aussi. Et voilà. Et du coup, on a plutôt été accueillis, en fait. Genre, ah, vous êtes les nouveaux, on vient vous voir. Bon, en plus, on avait une yourte. Alors, la curiosité, qu'est-ce que c'est qu'une yourte, etc. Donc, voilà. Et puis on a 2 enfants. Donc, ça faisait 2 enfants de plus dans les écoles. Donc, potentiellement, ça maintient une école dans un village, etc. Parce que souvent, les villages, ils sont à un enfant près, en fait. Donc, du coup, il y a un accueil, en fait. Et on n'a pas, en tout cas là où on est actuellement, on n'a pas du tout ressenti de solitude. Et c'était tout de suite, ah bah, t'as besoin de quelque chose, tu me le dis, s'il faut, je peux te dépanner. Voilà, il n'y a aucun problème pour ça. En fait, là où on vit actuellement, c'est très cosmopolite au sens des nationalités, parce qu'il y a plein de nationalités, et au sens des âges aussi. Et les gens qui habitent, qui vivent là depuis leur enfance, il y en a en fait assez moins qu'il n'en a eu. Et nous, on a la chance, parce que faut quand même dire que il y a quand même beaucoup de conservatisme et de méfiance vis-à-vis des étrangers. Et nous, là où on a de la chance, c'est que notamment notre voisin direct, qui est un agriculteur qui est né dans sa maison et qui a 60 ans aujourd'hui, qui n'a jamais... Il a dû s'éloigner à 50 km de chez lui au pire, enfin j'exagère à peine, hein, mais voilà. Et, mais qui est incroyablement sympa et curieux et ouvert à la nouveauté. Ce qui n'est pas le cas de tous les autres. Et au final, cette diversité de provenance, d'âge, fait quelque chose de riche. Et il y a une sorte de renaissance, parce qu'il y a eu, comme disait Myriam, il y a eu un moment où c'était, il y a 20 ou 30 ans, c'était désert, quoi. Et là, il y a des gens qui reviennent, des jeunes, il y a de plus en plus d'enfants, et donc ça revit. Et c'est bien parce que ça permet de se dire qu'il y a moyen de faire des choses là-bas, quoi. Il y a l'accueil paysan dans cette région. Ça dépend. Non, c'est une association, l'accueil paysan dans le Limousin. Il se trouve que j'ai connu ça. C'était des ex qui travaillaient au CNRS et qui ont changé de vie, qui ont racheté une ferme dans le Limousin. Et du coup, la ferme est utilisée parce qu'ils accueillent des groupes. Alors ça fait, je crois que enfin je crois pas, lui il faisait aussi du modélisme, mais sinon c'est plus des accueils médico-social, des groupes handicapés. Ils avaient construit eux-mêmes un bâtiment pour que ce soit accessible. Et tout ce qui est produit dans la ferme, parce que moi tout ce qui est produit dans la ferme c'est pour les groupes, c'est-à-dire que et quand on va chez eux une semaine, on va nourrir les animaux avec eux, voilà, donc il y a une règle, le soir il n'y a jamais de viande. Et l'accueil paysan, c'est une association, ils partent en Afrique après pour donner des conseils, par exemple, enfin ils partent ailleurs en tous les cas. Donc à ce moment-là, les animaux il y a juste les animaux qu'il faut pour nourrir en fait. Voilà. Donc ça s'appelle l'accueil paysan, mais j'ai connu ça il y a un nombre d'années, il se trouve que c'était dans le Limousin, c'est pour ça. D'accord. Voilà, c'est peut-être hors sujet, hein, c'est pas grave. Non, mais en tout cas, c'est une région super intéressante à découvrir, avec encore une nature à peu près préservée, pourvu que ça dure. On va dire dans les laboratoires de vie alternative, Creuse-Corrèze, Dordogne du Nord, c'est vraiment le coin où il y a beaucoup de choses. Il y a un petit peu en Bretagne aussi, en centre-Bretagne, mais c'est vraiment les coins où il y avait tous les l'Ardèche aussi, ouais. Oui, bon, c'est plus historique ça, mais il y a plein de noms un peu connus en ce moment qui parlent de permaculture, de choses comme ça, qui sont vraiment là. Voilà. Il y en a un peu partout, c'est vrai. Vous avez peut-être réécrire des livres, non ? On aimerait bien, ça fait partie des projets qu'on aimerait développer ou écrire pour des journaux, etc.
On Bah, a eu c'est- une ça, expérience ça fait partie des projets dont on parlait, là, qui n'ont pour le moment pas de réponse définitive, mais qui sont en développement. Bah, on a écrit pour un magazine qui s'appelle Esprit Autonome, mais malheureusement, ce magazine n'existe plus. Puis le moment où notre article sortait. Voilà. Il n'est pas sorti. Si, mais En il est PDF. sorti aux abonnés en PDF. Mm. C'est l'eau potable. Non, sur l'eau de pluie. L'eau de pluie, pardon. Oui. C'est le dernier. Ouais. C'est l'un des Bah, c'est derniers. c'est le premier en PDF. En fait. Donc voilà. L'eau potable, oui, l'eau de pluie. Oui. Oui, d'ailleurs, est-ce que vous récupérez l'eau de pluie? Oui, Oui. Vous avez, On a Oui. 2 sources d'eau. Parce que notre maison, il y a un puits. En fait, il y a des sources, il y a un puits. Mais le puits est un puits en fait assez peu profond et qui a tari la première année. Et donc on a installé un système de récupération d'eau de pluie en captant l'eau qui tombe de notre toit en low-tech, ça marche bien. Et donc on a la possibilité de switcher entre puits ou pluie en fonction du niveau du puits. Là, on a de la chance, depuis un an, là, on est sur le puits, mais on a 15 000 litres d'eau qui sont renouvelés régulièrement par les pluies. Oui, alors. Alors, oui, elle subit plusieurs traitements, donc c'est pas potable. Vas-y. En fait, donc l'eau du puits, on l'a fait analyser. Donc quand on est arrivé, la maison n'était pas habitée depuis 1946. Donc ce qu'on a fait, c'était curer le puits. On a fait analyser, après une fois que le puits s'est de nouveau rempli, on a fait analyser l'eau. Il se trouve qu'en fait, on est dans un endroit où c'est principalement de l'agriculture extensive. Il y a très peu de culture. Donc ça, c'est quand même intéressant. Donc il y avait principalement dans l'eau des Escherichia coli. Donc ce sont des bactéries qui sont nocives, mais voilà. Voilà. Donc à partir de là, l'eau du puits subit un traitement de plusieurs filtrations avant d'arriver dans notre habitation au robinet. L'eau n'est pas potable à ce niveau-là. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a installé un filtre Berquet. Elle n'est pas dangereuse, elle n'est pas potable. Voilà. Et donc, on a installé un filtre Berquet chez nous, à gravité, pour, du coup, low-tech, pour justement pouvoir boire de l'eau, en fait. Et à chaque fois que... Parce qu'en soi, nous, on s'est dit, on n'a pas nécessité d'avoir une eau dite potable pour se laver. Donc on est prudent, évidemment, et nos enfants le savent. Et quand on a des invités, c'est la première chose qu'on dit. Tu ne vas pas au robinet te servir un verre d'eau, tu prends au Berquet, et voilà, quoi. Donc, et l'eau de pluie, en fait, subit le même chemin, en fait. Donc voilà, c'est notre système d'eau. Et évidemment, on a des toilettes sèches. Donc on consomme peu d'eau. Non, c'est un système à gravité. Ouais. C'est un filtre, enfin, c'est pas un filtre céramique, mais on va dire extrêmement fin, qui capte toutes les particules fines. Dans celui-là, non. Nous, c'est du carbone, le filtre en l'occurrence, mais bon, il y a tout un tas de traitements qui permet de rendre l'eau potable. Mais l'eau qu'on met dans ce Berquet, elle subit plusieurs filtrations, dont une filtration au charbon actif. Oui, d'accord. Et du coup, vous avez tous les filtres sur place. Oui. j'imagine. Oui. Vous avez quoi? Peut-être que vous l'expliquez aussi Dans le bouquin, le là, de bouquin, tête, ouais. j'avoue que je ne saurais plus vous dire, mais on en a En plusieurs. fait, on a 3 filtres. On a un filtre pour les particules grossières, c'est un tamis, quoi. Ensuite, il y en a une filtration à 20 microns et une filtration à 5 microns dans un filtre à charbon actif. Pendant tout un moment, bon, ça va dans une cuve tampon, parce qu'en fait, on décorrèle le pompage dans les cuves ou dans le puits de notre consommation. Donc on a une petite pompe 12 volts qui consomme que dalle, qui remplit une cuve, donc qui passe par la filtration qui remplit une cuve. Et ensuite on a une petite pompe de camping-car qui permet de mettre l'eau sous pression, qui alimente la maison. Et dans cette cuve, à un moment, on faisait de l'ozonation pour permettre à l'eau de rester potable. Mais étant donné que la taille de notre cuve, l'eau est renouvelée tous les jours, on a fini par arrêter. Donc on a juste ces 3 filtres. Et une fois au robinet,
on remplit notre berquet et donc on a un berquet de 11 litres donc qui permet d'avoir de l'eau pendant un moment. Et tout le reste, l'eau de cuisson, elle est bouillie ou cuite, donc on l'utilise direct et ça marche très bien. Ah oui, l'ozonation. Alors l'ozonation, en fait, c'est une petite électrode qu'on met dans l'eau qui crée de l'ozone. Et l'ozone a cette capacité de tuer tous les micro-organismes présents dans l'eau. Et donc ça permet, c'est un système qui est utilisé, enfin en tout cas le système qu'on avait, c'est un système qui était utilisé dans des camping-cars pour permettre à l'eau qui est maintenue dans les cuves de pouvoir rester potable à un moment, quoi. Mais c'est pas nécessaire en l'occurrence. Donc, Dans les stations d'épuration, ils parlent d'ultraviolet, je crois. oui, oui, ça, non, c'est pas la même chose, c'est un autre système. Mais là, vous êtes toujours dans la yourte. Oui, 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 oui. Oui, quand je dis la maison, c'est la yourte, je parle. Vous avez de l'eau qui arrive dans la yourte. Oui. Ah, on a tout le confort. On a même une baignoire. Merci. Voilà. Ben, merci à vous. Merci